nous retrouvons nos confrères pour la suite. Chris Ega, directeur de publication de Express Info, et Germain Poli, directeur de publication de Togo, réveille les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation, viennent de frapper le Bénin au portefeuille. Le conseil d'administration du MCC a retenu le Bénin comme éligible pour les accords de dons, mais en raison du recul des principes de gouvernance démocratique, les États-Unis d'Amérique ont décidé de réduire leur investissement au Bénin. Qu'est-ce qui explique, Germain Poli, cette décision du MCC? Bon, vous savez que généralement l'aide que certains pays occidentaux nous accordent, une bonne partie, est conditionnée par la bonne gouvernance et puis par le respect des valeurs démocratiques. Pendant longtemps, les Occidentaux aidaient les Africains. On envoie l'argent, parfois c'est bien utilisé, souvent c'est mal utilisé, c'est détourné. Parfois on estime qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est comme ça que progressivement, par exemple, en Afrique noire francophone, en 89, Mitterrand avait décidé de conditionner l'aide à la démocratisation des pays. Donc on ne peut qu'aider les pays qui vont accepter entre autres l'ouverture démocratique, le multipartisme et tout ce qu'on veut et on a vu. Donc cette démocratisation-là qui a touché ces pays dans les années 90. Et les États-Unis, en ce qui les concerne, ont mis en place ce programme-là, MCC, pour accompagner les pays selon les critères. Donc, parmi ces critères, encore une fois, il y a la bonne gouvernance, qui est un générique dans lequel on met un certain nombre de valeurs, et puis il y a le respect des règles démocratiques. Donc, on évalue les pays, on voit les critères. Par exemple, le Togo est dans ce cas, le Togo est assez avancé selon les critères de notation. Vous savez, par exemple, les droits des femmes, par exemple, vous voyez les libertés individuelles, les facilités économiques, les réformes économiques et tout ce que vous voulez. Donc, c'est un certain nombre de mesures, des règles qui permettent donc à ces pays-là d'évaluer chaque pays à qui cette aide peut aller selon les zones qu'ils ont ciblées. Donc aujourd'hui, le Bénin arrive dans une situation où, après les deux derniers procès qui ont eu lieu, Le procès Ricky Rekia Amadougou Modougou et et le Joël Aïvon. professeur, voilà, et donc il y a eu cette sortie du département d'État qui n'a pas n'est pas passé par quatre chemins pour reprocher un peu au gouvernement Talon le fait qu'il y ait plus d'espace pour la dissidence dans ce pays, le fait que on voit que les libertés sont restreintes et que certains opposants sont amenés à fuir le pays. S'ils ne le font pas, ceux qui sont là, on constate un peu qu'ils sont assez harcelés et poursuivis. Et donc il y a eu ce communiqué-là du département d'État qui est sorti. Et dans la foulée, donc, le MCC donc, qui annonce donc la réduction de ces dotations au Bénin. Et la presse béninoise s'en est servi. Et nous ici aussi on est intéressés puisque nous bénéficions aussi du même programme. Et là c'est un peu regrettable parce que ce sont des aides qui veulent encourager le pays à s'améliorer au niveau de la bonne gouvernance et puis au niveau de la promotion des libertés, au niveau de la promotion de la démocratie. Et on sait que depuis que Talon est arrivé, il a des méthodes assez fortes. Il fait la démocratie à la Talon, comme on dit. Et on ne peut pas dire que tout ce qu'il fait est mauvais parce qu'il estime qu'il veut redresser un peu ce pays. Mais en même temps, il fait entorse à certaines valeurs, à certaines règles. On dit qu'il a avancé sur le plan économique, Voilà, mais donc, sur le plan de la vitalité de la démocratie, c'est pas cela. Voilà, il pense qu'il faut des bases. Et ces bases ne sont pas forcément des bases démocratiques. Il pense aussi même
comme certains, que pour développer un pays, il ne faut pas être trop démocrate, il ne faut pas trop de liberté. Et donc, je pense qu'il est un peu dans cette logique-là. Par endroits, on lui reconnaît quelques succès, mais globalement, et quand on voit aussi la réaction du MCC, et on voit que c'est pas toujours bien apprécié ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est un programme qui veut récompenser et encourager la bonne gouvernance. Et quand on réduit un peu la dotation, c'est pour le dire, ben, cette fois-ci, vous faites mal. On diminue le montant qui devait vous être alloué. Les années qui suivront, dès qu'il y aura amélioration dans les compartiments, ça n'a pas marché, on pourra augmenter la dotation. Donc je pense que c'est comme un parent qui donne à manger à son enfant. On dit celui qui mange bien, on lui sert beaucoup. Donc celui qui gère bien le pays, hein, on lui offre beaucoup plus. J'assimile un peu ce programme à cela. Et donc aujourd'hui, le Bénin, par rapport à la situation politique un peu compliquée, surtout au niveau du respect de certaines libertés, le pays a perdu certains points dans ce programme-là. On espère que ça lui permettra donc de redresser la barre et d'espérer rebondir donc les années qui viennent. Certains analystes, Chris Ega, pensent que Patrice Talon est outrecuidant. Est-ce que ces sanctions entre griffes vont véritablement peser sur sa gouvernance ou bien le président béninois va regarder ça? Il va continuer sa politique selon vous? Ben, je crois que ça ne va pas l'arrêter. Enfin, c'est une façon de le noter. Et c'est pas parce que vous êtes noté de telle ou telle façon que vous commencez immédiatement à en tenir compte. Parce que je crois que mon frère l'a dit, Germain Poulet l'a dit, Talon, c'est quelqu'un qui s'est donné un objectif et il s'est dit qu'il veut aller aux réformes rapidement parce que, vous savez, il n'a que 10 ans au total à passer au pouvoir et il s'est dit au début qu'il faut qu'il aille à des réformes qui sont douloureuses. Pour cela, il faut qu'il ait des coudées franches. Pour avoir ces coudées franches, il lui a fallu écarter un certain nombre de personnes ou bien de concurrents gênants. Dès le début, il a contraint des gens Sébastien Javon, qu'il a porté au pouvoir, qu'il a aidé parce que justement, vous savez, généralement, lorsqu'on vient au pouvoir dans ces conditions-là, le verre est dans le fruit. C'est sans doute celui qui vous a amené au pouvoir qui devient un sérieux concurrent parce que lui, il est dans les starting blocks aussi pour devenir le président après vous. Donc, vous comprenez que généralement, c'est comme les coups d'État aussi. Vous faites un coup d'État, vous êtes ensemble, à faire coup d'État et après vous, on se rend compte que celui qui est au pouvoir, après, il écarte ceux qui les ont aidés. C'est un peu la réalité du pouvoir. Mais on dit que c'est difficile de faire le développement, surtout lorsqu'on est dans un pays permissif du point de vue de la démocratie. Parce que lorsque vous donnez les critères de la démocratie, en principe, ça doit servir aussi de développement. Mais vous vous rendez compte que dans les pays africains, les gens utilisent aussi ces libertés-là pour faire entrave au développement parce que la concurrence ne s'exerce pas toujours de la manière à promouvoir le développement. Je crois que c'est ce que Talon voudrait éviter et éviter cela l'a amené à élaguer sur l'échiquier politique, à faire en sorte que ceux qui peuvent le gêner soient soit sous les verrous ou bien à l'étranger. Les derniers procès dont on a parlé, qui est très médiatisé et qui fait couper les uns, Joël Aïvo de 10 ans de prison et Madougou de 20 ans de prison, c'est des condamnations très lourdes par rapport aux faits qui sont reprochés à ces deux-là. Mais je crois que c'est surtout par ce procès-là que les Américains se sont dit que il faut quand même donner des signaux forts à Talon pour le contraindre à faire balater, pour ne pas aller plus loin que ça. Même ces condamnations-là, il va falloir qu'ils reviennent en arrière, peut-être que prendre une grâce pour faire en sorte que ces gens-là soient en dehors de leur cellule, parce que vous savez, aujourd'hui au Bénin, il n'y a plus aucun concurrent sérieux qui soit en face du pouvoir de Talon. C'est à ce niveau que les analystes quelquefois le critique, on a l'impression qu'il veut dresser
le chemin pour lui seul. Il ne veut pas d'opposants en face. Ben voilà, c'est qu'il ne voulait pas d'opposants. Mais maintenant, il a son deuxième mandat. En principe, il doit pacifier le pays. C'est comme cela se fait en Côte d'Ivoire maintenant. L'autre, le président Ouattara a son troisième mandat. Il faut qu'il travaille maintenant à apaiser les tensions. Je crois qu'en principe, au Bénin, on peut aussi amorcer un processus de ce genre-là, faire en sorte que la société béninoise renoue avec la tranquillité et que le jeu politique soit assaini de telle sorte que, ou bien apaisé, de telle sorte que maintenant les gens retrouvent la voie pour parler des questions politiques sans craindre d'aller en prison. Aujourd'hui, au Bénin, au début, moi, j'étais de ceux qui croient qu'il faut un pouvoir assez fort pour condamner, pour lutter contre la corruption. Mais maintenant, on a l'impression que Talon est allé au-delà de ce pouvoir fort-là qui serve économiquement le pays pour se servir en tant que quelqu'un qui voudrait rester seul dans la lumière, de la gestion de l'État. Mais maintenant qu'il est en train d'aller vers la fin de son deuxième mandat, il faut qu'il passe à la décrispation, il faut qu'il prépare une sortie qui fasse en sorte qu'il y ait une pluralité au niveau de l'étiquette, pour c'est-à-dire les concurrents soient assez reluisants pour donner le meilleur président au Bénin après Talon. Mais maintenant, s'il maintient la situation dans cette crispation-là, on a l'impression que non seulement il veut bien s'en sortir, mais aussi protéger ses arrières, c'est-à-dire faire en sorte que celui qui va venir après lui ne devienne pas quelqu'un qui le dérange, qui peut éventuellement le menacer de prison. Ça veut dire qu'il veut... Si c'est son dauphin. Mais, oui, ben voilà, il veut peut-être placer un dauphin qui soit si proche de lui qu'il ne soit pas menacé de prison après. Mais on a l'impression qu'il maintient le cap justement pour avoir ce dauphin-là. Sinon, en principe, à mon sens, il doit procéder à la décrispation de la situation, comme cela peut se faire maintenant en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ramener tout le monde sur l'échiquier politique pour que les gens puissent s'exprimer et pour que les Béninois enfin choisissent un président, après un président qui soit bon pour le Bénin. Mais s'il fait en sorte que ce soit un candidat médiocre pour servir ses intérêts en tant qu'ancien président, je crois que là, les Américains veulent lui envoyer des signaux forts pour le dissuader dans cette voie-là. Et peut-être, qui sait, après ce sera le FMI, s'il en a besoin, c'est le FMI qui va le manquer, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods qui vont s'en mêler, qui vont dire que ben voilà, on ne vous passe plus de l'argent, on ne vous fait plus des prêts, etc. Alors, vous pensez qu'à travers cette note des États-Unis, à travers le MCC, Patrice Talon va revoir sa copie, Germain Poli? Bon, revoir sa copie, on verra bien. Je pense que d'abord on ne dirige pas un pays pour bénéficier du MCC. Ouais. Ça c'est juste un plus. Donc je ne pense pas que le Talon dirige le pays en comptant sur cette aide américaine-là. Et donc il peut bien s'en passer. Mais en même temps, je crois qu'il a besoin des Américains. Et comme Chris le disait aussi, c'est la première fois véritablement que les Américains lèvent le ton. Parce que entre-temps, c'est l'Union européenne. Et il n'était pas d'accord avec l'Union européenne. Et on a vu comment il a conduit les législatives sans pratiquement l'opposition. Il s'est finalement adjugé une Assemblée nationale entièrement acquise à sa cause. On a vu aussi la présidentielle où finalement il n'avait pas véritablement de concurrent sérieux en face. Là aussi, les Américains n'ont rien dit. Mais aujourd'hui, quand les Américains se prononcent, là, il faut qu'ils fassent un peu attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes avec les Américains. Je pense que Talon a été assez soutenu par les Américains. Parce qu'au Bénin, il a mené une lutte assez féroce contre le trafic de drogue. Et la DEA américaine a beaucoup félicité son travail et peut-être c'est ça c'est ce qu'il reproche à Sébastien Javon. Je crois que c'est ce qui lui a valu la sympathie américaine pendant longtemps, au point où les Américains ne lui reprochaient pas des choses assez ouvertement. Mais ces deux procès-là
ont été de trop, hein, et surtout les peines qui ont été infligées à ces deux personnalités-là. Bon, on espère, hein, on se dit, bon, la justice a été rendue. Maintenant, on attend l'apaisement. Hein, c'est ce qu'une certaine presse dit au Bénin. C'est dire qu'on attend du président qu'il prenne un acte pour apaiser les Béninois qui se retrouvent pour plusieurs dans ces personnalités-là qui ont dû fuir le pays, qui sont en prison ou qui sont finalement obligés de se taire et de ne pas critiquer pour pouvoir vivre tranquillement. Donc il sera amené à prendre un acte et je pense que l'un des premiers sera d'accorder sa grâce à ces condamnés-là parce que ils ont été condamnés devant un tribunal qui statue en premier et dernier ressort. Donc il n'y a pas possibilité d'attaquer cette décision-là ailleurs. Et donc aujourd'hui, le seul magistrat qui peut accorder la libération par grâce, c'est bien Patrice Talon. Et on espère qu'il le fera. Donc cette fois-ci, les Américains ont levé un peu le ton et la voix, j'allais dire, pour lui dire d'aller un peu plus doucement avec ses opposants. Il faut quand même qu'il y ait de la contradiction en face. Il faut qu'il y ait de la dissidence. Les Américains disent qu'il n'y a pas d'espace de dissidence. Ça veut dire que la démocratie prend un coup. À partir du moment où en face, la démocratie est organisée de telle manière que quelqu'un au pouvoir et les autres qui ne sont pas au pouvoir apprécient, critiquent et donnent leur point de vue sur la façon dont le pays est dirigé, ce qui est même d'ailleurs une bonne chose pour celui qui dirige, parce que si les critiques sont objectives, ça lui permet de corriger, de ne pas attendre la fin du mandat pour que les populations se prononcent forcément sur ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, est-ce que ça va l'amener forcément à changer de cap? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que véritablement, il va se dire, ça devient un peu sérieux. Sa méthode commence par agacer par moments ceux-là que lui-même considère comme ses partenaires de premier plan. Et on a vu, l'Union européenne avait fait une sortie qui n'a pas du tout apprécié. Il a même demandé le départ du représentant de l'Union européenne au Bénin. Et aujourd'hui, les États-Unis, première puissance, donc qui vient. Parallèlement aussi, j'en ai vu dans la semaine aussi que la Chine est allée faire un don donc, au Parlement béninois et renforcer sa coopération avec le Bénin. Mais quand des partenaires comme les États-Unis se positionnent et parlent d'un déficit démocratique, parlent d'une disparition progressive d'espace de dissidence dans le pays, il faut en tenir compte. Donc il a gagné aujourd'hui, il est le seul maître à bord. Il peut même se choisir ses opposants, et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais on ne sent pas que ces opposants-là existent parce que tout le monde est aligné derrière lui et les gens ont peur de s'exprimer. Un pays qui arrive à ce stade-là, je pense que ce pays commence à reculer. Allez, Chris Ega, on va en profiter pour parler également de ces pays qui sont retenus. On parle du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Retenus? Oui, retenu pour ce don, le MCC bien sûr. Oui, vous savez, lorsque vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a fait des réformes et qui aujourd'hui en profite avec le régime de Alassane Ouattara. Lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous sentez qu'il y a une vitalité, il y a une vitalité économique. Et je crois que la Côte d'Ivoire, vous comprenez très bien que si aujourd'hui Alassane Ouattara croit qu'il doit aller au désescalade, faire en sorte que les gens se retrouvent et que tout le monde ait voix au chapitre en ce qui concerne la politique, je crois que c'est pour s'insérer dans ce sillage-là et pour faire en sorte que les Américains aient une bonne opinion. Parce qu'après tout, MCC, c'est des fonds américains et il est dit que ces fonds-là sont affectés sur la base du comportement démocratique, du comportement que vous avez vis-à-vis des exigences démocratiques. Et lorsque vous avez cité le Burkina. Le Burkina, c'est un pays qui fait un effort du point de vue démocratique parce qu'il y a eu une alternance apaisée, il y a eu
eu un vote populaire démocratique, un président qui est installé selon les principes de démocratie, les principes d'équité politique, etc. Donc c'est normal qu'on considère que le Burkina a fait un grand pas devant. Il y a le pays, le Niger. Le Niger aussi, le Niger aussi a connu une alternance apaisée, surtout par le comportement du président sortant. Voilà, du président sortant qui 2 ans même avant sa sortie, disait qu'il n'a pas besoin d'avoir un 3e mandat, il ne fera rien pour avoir un troisième mandat. Et il a fait en sorte que les élections qui vont doter le Niger d'un nouveau président soient des élections transparentes. Enfin, il y a eu quelques critiques, bien entendu, mais vous savez, en Afrique, il n'y a jamais eu d'élections non contestées. Mais là, la contestation n'a pas été aussi vive que cela. On a compris quand même qu'un effort a été fait pour que la succession soit une succession apaisée. En plus, on a organisé une élection dans un pays qui est tendu, qui connaît une tension avec les terroristes qui frappent un peu partout. Et pourtant, on a fait en sorte que les élections aient lieu et que les résultats ne soient pas contestés. Donc ça a été une prouesse de leur part. Et je crois que ce qu'ils peuvent gagner, l'encouragement qu'on peut leur faire, c'est quand même c'est ça qui est arrivé avec le clin d'œil que les Américains leur ont fait pour les encourager et dire que ben voilà, vous êtes sur la bonne voie, continuez de cette façon. Il faut maintenant que les 2 présidents là se disent que ben, si quelqu'un a fait le lit pour que nous ayons une succession démocratique, il faut que nous aussi nous préparions le même lit pour nous remplacer. Parce qu'on a constaté, par la démocratie, certains présidents sont arrivés au pouvoir, la démocratie qui leur a permis d'arriver au pouvoir, ils l'ont muselé ensuite. C'est le cas en Guinée-Conakry. On a constaté par quoi cela est fini finalement. Donc je crois que c'est normal que ces pays-là soient retenus pour gagner des points au niveau du MCC. C'est normal parce que les critères de sélection, ils ont souscrit à ces critères-là, ils ont réussi un certain nombre de ces critères-là et c'est normal que la récompense leur soit donnée. Votre regard également sur ces pays qui sont sélectionnés, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, Germain Poli. Oui, non, on peut se féliciter qu'ils soient tous des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est encourageant. Et en même temps, ce programme-là, je pense que le fait qu'il devient un peu permanent depuis quelques années, il est réédité. Ça vous dit que les pays aussi le suivent avec beaucoup d'attention. Vous allez voir qu'il y a des comités au niveau de chaque pays qui essaient de travailler donc, avec ces institutions-là pour évaluer le parcours du pays par rapport aux critères qui sont définis. Donc aujourd'hui, nous assistons dans notre sous-région à une embellie au niveau du respect et de la promotion des valeurs démocratiques. On a vu des alternances se faire dans des conditions assez acceptables. On a vu des scrutins s'organiser sans qu'on assiste à des tueries massives comme par le passé. Et même si par endroits on a assisté à des coups d'État, ce pays d'ailleurs ne figure pas sur ces listes-là. Donc on peut déjà dire que globalement dans la sous-région, ça va et c'est un programme américain qui est très incitatif et qui accroche aussi les dirigeants. Parce que vous verrez que ces pays communiquent énormément sur ce programme-là et sur les avancées aussi qui sont réalisées. Et donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec vous, mes chers invités, pour la suite.